autour du thème de l'errance médicale. Je tiens à remercier la mairie de Trélissac qui a permis l'organisation de cette soirée avec le prix de l'auditorium à la médiathèque. Et bien évidemment, je tiens à remercier le professeur Bernard Gay qui a accepté de faire le déplacement pour venir donner son avis éclairé sur la question de l'errance médicale. Je voulais vous préciser qu'au cours de ce débat, le docteur a fait le déplacement. Il n'est pas ici pour traiter des cas personnels sur les avis médicaux. Donc les échanges seront généraux et il ne viendra pas de consultation individuelle ce soir. Voilà, dans la salle, on aura Valérie Cibelet, la responsable de la médiathèque, qui sera là pour faire circuler un micro si vous souhaitez vous exprimer avec un micro, et également qui, au bout d'une heure de débat, me fera signe qu'on est au bout d'une heure et qu'on va pas tarder à clore les échanges. Moi, je vais commencer par me présenter brièvement pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je m'appelle Ludivine de Cabra, j'ai 41 ans. Je suis mariée avec 2 enfants de 15 ans et 11 ans aujourd'hui. Je suis auteur du livre La césarienne qui a changé ma vie, qui est sorti en janvier 2025. Ce livre retrace 10 ans de ma vie, dont 6 ans de longue errance médicale. En effet, en 2014, lors de la naissance de mon fils, j'ai contracté une infection nosocomiale. Cette infection s'est portée sur un os. C'est un cas qui est très particulier et qui m'a mené vers ces grosses difficultés de diagnostic. Et donc, ça a mené à 53 examens, 161 consultations et plus de 10 000 km parcourus dans toute la France. Ça a été très compliqué sur le plan personnel et familial. Cette errance a eu de nombreux impacts, mais on a su s'en relever. Aujourd'hui, ce livre est un message d'espoir. Je veux qu'il circule un maximum de mains de médecins pour qu'ils comprennent que leur discours doit changer et qu'ils doivent être à l'écoute. Alors, on ne va pas tous les mettre dans le même panier, bien évidemment, mais c'est l'objectif de ce livre et aussi vis-à-vis des patients qui sont dans ces parcours d'errance. Je veux surtout que vous gardiez votre résilience, ne jamais perdre espoir. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il y a une phrase qui m'anime. Les grandes victoires, elles ne sont jamais gagnées par les plus forts ou les plus rapides, mais c'est par ceux qui n'abandonnent jamais. Surtout, ne lâchez rien, il y a toujours espoir et la guérison est à vous. Voilà, donc je vais laisser la parole au professeur Bernard Gay. Merci beaucoup, merci de m'accueillir dans le Périgord. Donc, je m'appelle Bernard Gay, je suis médecin généraliste. Et j'ai exercé pendant plus de 35 ans exclusivement en milieu rural. Donc, même si je viens de Bordeaux, je n'ai jamais exercé à Bordeaux. J'habite un petit village de 1500 habitants à 30 km de Bordeaux et j'ai exercé là une bonne partie de ma carrière professionnelle. Et puis, j'ai fait d'autres choix dans ma vie professionnelle, donc, dont le choix de devenir universitaire de médecine générale, ce qui était à l'époque assez rare, puisque j'ai été parmi les 5 premiers nommés professeurs de médecine générale à l'université, puisque comme vous le savez peut-être, jusqu'à ces dernières années, il n'y avait d'universitaires que les praticiens hospitaliers des différentes spécialités, cardiologie, gynécologie, rhumatologie, mais il n'y avait aucun universitaire, aucun professeur de médecine générale. Ce qui veut dire que pendant des années, on a formé des médecins généralistes, ce qui représente en gros la moitié de chaque promotion. Cette moitié de médecins qui sont devenus des généralistes ont été formés par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet de médecine générale. Et ça, c'était jusqu'aux années 2004. En 2004, la médecine générale est devenue donc une spécialité comme les autres, et donc avec un cursus spécifique de 3 années, maintenant de 4 années, après les 6 premières années de base. Et donc, il a bien fallu trouver des enseignants pour assurer la formation de cette spécialité, de cette nouvelle spécialité à la médecine générale. Donc, j'ai été parmi les premiers à être nommé professeur de médecine générale.
Ce qui a bien sûr un peu bouleversé mon activité professionnelle, parce que dans notre contrat, en quelque sorte, de professeur, on a l'obligation d'exercer la médecine générale dans un cabinet, pas à l'hôpital. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est-à-dire que nous sommes dans le cabinet de médecine générale et nous avons un poste à l'université. Donc j'ai été obligé de reconsidérer un petit peu ma vie professionnelle, et en plus de ça, j'avais dans l'idée qu'il fallait faire évoluer la pratique médicale, et donc j'ai intégré pendant les 15 dernières années de ma carrière professionnelle une maison de santé pluriprofessionnelle dont vous avez sans doute entendu parler, et qui a l'avantage, pour moi personnellement, de me permettre de conjuguer mon activité de soins et mon activité universitaire, parce que quand j'étais pas au cabinet, il y avait toujours mes confrères, on est 6 médecins dans les maisons de santé, et d'autre part, de favoriser un travail collaboratif avec les autres médecins, mais aussi les autres professionnels de santé, infirmières, kinés, psychologues, etc. Et donc ce travail collaboratif, pour moi, c'était une aspiration, et lorsque, juste pour l'anecdote, mais lorsque j'ai dit à ma femme, voilà, je voudrais bien finir ma carrière professionnelle dans une maison de santé pluriprofessionnelle, ça a entraîné des contraintes sur le plan familial, mais elle m'a dit, écoute, tu as toujours rêvé de travailler comme ça, voilà. Et donc je suis très fier d'avoir connu les 3 étapes. J'ai été installé tout seul dans mon petit village, ensuite dans un cabinet de groupe où on était 2 médecins, et puis ensuite dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Et donc quand Mme de Cabras m'a sollicité pour participer à ce débat, moi je trouvais que c'était tout à fait intéressant. Bon, je suis assez ouvert à la discussion sur la médecine, et elle m'a envoyé son livre, et que j'ai lu d'une traite quasiment, parce que vraiment c'est émotionnellement très fort, et vraiment on sent une authenticité tellement forte qu'on a envie d'aller jusqu'au bout. Et donc ça m'a convaincu dans l'idée de venir en débattre avec vous. Encore une fois, je dis bien en débattre, je ne suis pas venu vous faire une conférence sur l'errance médicale, c'est plutôt de discuter avec vous, avec Mme de Cabras, de cette problématique de l'errance médicale. Une question pour lancer le débat. Avec le micro, vous souhaitez? Oui, monsieur. Oui, bonsoir. Dites-moi, en fait, on entend souvent parler de désert médical, mais errance médicale, c'est quand même un terme qui est beaucoup moins connu que le précédent. Je crois qu'il faudrait peut-être, vous l'avez peut-être prévu dans votre exposé, parler un peu de l'errance médicale. Qu'est-ce que c'est? Comment les patients le vivent? Oui. Alors, l'errance médicale est définie en fait par le fait de passer de consultation en consultation, de spécialiste en spécialiste, et de ne pas réussir à poser un diagnostic précis sur une pathologie. Actuellement en France, il serait référencé une personne sur 2 en parcours d'errance médicale, et une errance qui dure en moyenne 5 à 6 ans. Donc ça, l'errance, c'est vraiment à partir du moment où je définis des symptômes, et que ces symptômes, ils n'arrivent pas à être diagnostiqués et donc traités. C'est vraiment cette partie-là qui est définie comme errance médicale. Après, le désert médical, en effet, c'est quelque chose dont on est touché dans un département rural comme la Dordogne, où en effet, on va chercher des médecins très loin. On va souvent, nous, les Périgourdins, sur Bordeaux, parce qu'on n'a pas assez de spécialistes et qu'on est obligé de se déplacer. Donc, la Dordogne peut, par Périgueux et sa périphérie, non, mais si on monte à Nanterre, on est dans le Périgord vert et on entend parler de désert médical. Pour moi, la différence est là.
Et alors, je comprends votre question parce que l'errance médicale dont on voudrait parler avec vous ce soir, c'est pas le patient qui erre à la recherche d'un médecin. Hein, et ça aurait référence avec la problématique du désert médical, qui est une problématique vaste et complexe. Je n'en dirai qu'un mot, mais on gère la pénurie. Donc forcément, bon, et c'est d'ailleurs pas complètement décorrélé des problèmes d'errance. Mais là, ce dont je voudrais parler ce soir avec vous, c'est le patient qui effectivement a des symptômes dont il parle à son médecin et puis qui multiplie les examens et puis pour lesquels on ne trouve pas de solution. Alors, je voudrais juste différencier deux types d'errance médicale parce que, en fait, si je suis là ce soir, c'est parce que effectivement j'ai produit quelques articles et quelques conférences sur l'errance médicale et c'est comme ça que Madame de Cabras m'a trouvé sur Internet en cherchant qui voulait bien venir parler de ça. Et il y a deux types d'errance médicale. Il y a le type dont on a un exemple ce soir de Madame qui avait effectivement des symptômes qu'on n'arrivait pas à attribuer à une maladie et pour lequel on a cherché longtemps et puis désespérément. Et là, il y a eu un retard au diagnostic énorme qui est quand même préjudiciable. Et il y a un autre type d'errance médicale, c'est le patient qui a toujours des symptômes, qui erre de médecin en médecin, mais chez lequel on ne va pas trouver d'explication. Et même, c'est pas parce qu'on ne l'a pas trouvé, c'est parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle les syndromes médicalement inexpliqués. C'est-à-dire qu'il y a des moments où effectivement la science n'est pas en mesure de donner une explication aux symptômes que le patient peut afficher. Et là, c'est beaucoup plus complexe parce que, bien sûr, il y a l'aspect physique, et là, il n'est pas question de nier la souffrance du patient ou les symptômes du patient, mais il y a aussi des problématiques psychocomportementales qui peuvent intervenir et qui font qu'effectivement, il y a cette entité aussi du syndrome médicalement inexpliqué. Donc, il y a deux aspects dans l'errance médicale. Il y a le retard au diagnostic, mais ça, c'est dramatique, et il y a les syndromes médicalement inexpliqués. On entend beaucoup parler de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que ça peut être une solution pour ce genre d'errance, en tout cas de problèmes de diagnostic? Alors, c'est amusant votre question parce que je discutais avant le début de la séance avec le mari de Madame de Cabras qui est dans la salle et on parlait effectivement, quand il y a un problème, il y a une solution. On se dit, bah, oui, s'il y a une solution, l'intelligence artificielle va être probablement plus rapide. Bon. Le problème en médecine, c'est que ce n'est jamais monofactoriel. C'est-à-dire, il y a rarement une cause, un effet. Et j'en discutais avec M. de Cabras qui, lui, bah, quand il a une panne, il cherche la panne et puis il sait qu'il y a quelque chose qui, à un moment, dysfonctionne, et bien il va le trouver, et bien à ce moment-là, il va régler le problème. Mais en médecine, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a, bien sûr, cette anomalie qui peut expliquer, mais il y a une multitude de facteurs qui viennent se rajouter à l'aspect purement organique, purement objectif, et qui compliquent les choses. Et ce qui me fait peur dans l'intelligence artificielle, c'est que ce côté humain, ce côté relationnel, il va disparaître. Alors, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, ils vont me trouver probablement d'un autre âge, un dinosaure, un vieux schnock. Mais moi, je reste extrêmement circonspect vis-à-vis de l'intelligence artificielle, qui peut être une aide, mais qui ne portera jamais la totalité du diagnostic, à mon avis. Mais, encore une fois, c'est l'avenir qui nous le dit. Est-ce que je réponds à votre... Madame, est-ce que je réponds à votre question? Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça peut être rassurant et inquiétant, en fait, l'intelligence artificielle. Exactement. C'est vrai qu'on entend que les radiologues seront remplacés par de l'IA et il y a déjà des lectures de radio qui se font via des logiciels un peu automatiques avec un contrôle derrière. Mais du coup, ça pose question dans certains cas. Et il y a pas mal d'études en ce moment, excusez-moi madame, je vous donne la parole tout de suite, il y a pas mal d'études qui mettent en compétition, vous savez, c'est comme
le jeu des échecs, quand on a commencé à mettre un ordinateur face au champion du monde d'échecs. Et puis on a bien vu que des fois, et là, il y a plein d'études qui sont publiées, qui montrent la pertinence du diagnostic par intelligence artificielle ou par un professionnel de santé. C'est extrêmement variable. Il y a des procédures qui peuvent être automatisées, mais il y en a d'autres pour lesquelles il y a nécessairement une intervention humaine qui va permettre de médiatiser un peu les différentes informations. Merci. J'ai une autre question, la principale, c'est pourquoi aujourd'hui il y a l'errance? Pourquoi aujourd'hui, en 2025, alors qu'on a apparemment des universités, on a tout le matériel, l'argent, pourquoi il y a l'errance médicale en France? Je ne crois pas qu'il y ait davantage d'errance maintenant qu'autrefois. Elle est certainement beaucoup plus médiatisée, beaucoup plus socialement insupportable, et c'est très bien comme ça, mais il y a toujours eu moi qui ai encore une fois une petite antériorité de pratique médicale, on a toujours eu des patients pour lesquels on ne comprenait pas. Mais je reviens à la question initiale, le problème majeur, c'est le problème de la démographie médicale. C'est comment voulez-vous faire si on n'a pas assez de professionnels de santé? Et je dis bien de professionnels de santé. Et c'est quand même ça. Alors après, il y a toutes les problématiques qu'on va probablement aborder, de formation, d'écoute, etc. Mais avant tout, physiquement, il y a un problème en France énorme de personnel médical. Je ne parle pas que des médecins. Et donc, on gère la pénurie. Donc forcément, il y a des laissés pour compte. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, mais c'est triste. Ah, mais Il n'y a pas de solution. Pas avant 2035. Non, mais excusez-moi, je ne voudrais pas déplacer le débat sur les déserts médicaux, mais on est dans une situation d'ingérence, enfin de mauvaise gestion médicale catastrophique. Et là, les patients commencent à s'en rendre compte que quand on ne peut plus trouver de médecins traitants, quand on ne peut plus trouver... Bon, mais ça fait des années que ça dure, quand même. Et je ne vais pas vous énumérer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le débat, mais la limitation du nombre d'étudiants. À l'époque où moi j'ai passé ma première année de médecine, on formait 7500 médecins, on est descendu à 3000. Maintenant, on est remonté à 8000. Bon, enfin, 8 ou 9000. Mais on est descendu à 3000 médecins. Donc voilà, et en plus de ça, on a à un moment donné incité les médecins à partir à la retraite anticipée, en disant il y a trop de médecins. Tout ça parce que, et là je vais être très politiquement incorrect, mais tant pis, tout ça parce que les décideurs politiques ont fait l'analyse à un moment donné que si on diminuait l'offre médicale, c'est-à-dire le nombre de professionnels de santé, on allait diminuer la demande des patients. Comment on peut imaginer ça? C'est aussi simple que ça. Alors, quand on a commencé à voir les déficits de la Sécu et tout ça, on a dit, ah ben oui, on dépense trop d'argent, et bien on va diminuer le nombre de professionnels de santé, les gens iront moins voir le médecin, l'infirmière, le kiné, etc. Et bien on va faire des économies. Voilà. J'arrête là. Et madame, donc, je finis là-dessus. Madame, c'est à cause de ce manque de médecins, vous pensez que vous avez subi ce que vous avez... Ah non, mais je ne dis pas que c'est à cause de ça, c'est non, mais est-ce une que ça en école. fait partie? Oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. Moi, j'ai toujours, du coup, j'ai quand même parcouru plus de 10 000 kilomètres. J'ai compté, en écrivant mon livre, je sais pas, j'avais l'instinct d'avoir gardé dès le départ de ces césariennes tous mes examens. J'ai compté, ça fait 10 000 kilomètres. Donc j'ai parcouru la France, j'en ai trouvé des médecins. Je ne peux pas dire que j'ai pas vu les médecins autant de fois j'ai pu prendre des rendez-vous, j'en ai pris et je les ai eus mes rendez-vous. Par contre, ils étaient non productifs. Et donc, moi, justement, à traverser la France, je sais, j'ai creusé le trou de la sécurité sociale, à enchaîner les IRM, les
scanners et les consultations à tout va, je fais partie des patients qui ont coûté très cher à la sécurité sociale. Je me demandais si cette errance médicale n'était pas aussi liée au fait que certains professionnels de santé n'assumaient pas, ne voulaient pas prendre de décision pour se protéger, pas prendre de décision, enfin, de donner de diagnostic précis pour éviter de se mouiller entre guillemets. Oui, alors effectivement, vous avez raison, c'est le problème de la judiciarisation de la médecine. C'est qu'effectivement, on voit bien cette tendance de dire voilà, mais je ne vais pas faire ça parce que on ne sait jamais. Encore une fois, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi j'ai fait dans mon petit cabinet de campagne, j'ai fait des petits gestes chirurgicaux, j'ai fait des sutures, j'ai enlevé des tissus. Maintenant, les jeunes médecins ils font plus ça parce qu'ils disent on ne sait jamais, qu'est-ce qui peut arriver. Bon. Alors donc, effectivement ça. Mais surtout, et je voudrais rentrer un peu plus dans le débat, le problème c'est aussi qu'on n'apprenait pas, et on n'apprend pas encore trop, les médecins à gérer l'incertitude. Parce que le médecin, il sait, il prescrit, il ordonne, il a une réponse à tout. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là, encore une fois, je vais faire un petit flash sur la médecine générale, parce qu'à l'université, nous avons été les premiers, je ne dis pas pour Bordeaux, en France, dans les départements de médecine générale à l'université, à faire un module d'enseignement sur la relation médecin-patient, on va en reparler, l'éducation thérapeutique, mais sur la gestion de l'incertitude, pour apprendre aux médecins comment tu fais quand tu ne sais pas. Et ça, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez marginal, il faut quand même le dire, mais qui est essentiel. Parce que vous avez raison, et là, je ne sais pas, je ne vais pas me mouiller. Et effectivement, c'est un peu. Mais je n'ai pas de réponse. Si ce n'est la formation pour mettre dans la tête des professionnels de santé qu'ils n'ont pas la réponse tout seuls. Bon, ça c'est bon, vraiment, ça maintenant c'est clair. Les jeunes ils ont compris qu'il valait mieux avoir un travail collaboratif dans ce dont je vous parlais tout à fait au début, comme dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, mais aussi à passer la main, à s'interroger sur des aspects qui ne sont pas aussi évidents que ceux qui sont dans les livres. Et ça, il y a un travail de formation. Et justement là-dessus, est-ce qu'il y a une remise en question? Moi, ce qui m'a marqué dans le livre, c'est le côté des fois, plus c'est monsieur grand professeur, entre guillemets, et vous qui avez le côté universitaire et on va dire rural, monsieur le grand professeur, il ne faut pas le contredire, il a un avis très rapide et parfois à l'opposé. Vous en pensez quoi et vous le vivez comment vous, si vous avez vu les deux? Il y a une nette évolution. Il faut quand même dire ce qu'on appelait les mandarins, le grand professeur avec les 15 ou 20 blouses blanches derrière, qui disait, nous, on avait un professeur Sari qui était là comme ça, qui pontifiait. Là, il y en a effectivement beaucoup. Mais c'est ce que, encore une fois, sans vouloir tirer la couverture à la médecine générale, mais on a un peu bousculé l'ordre établi au sein de l'université. Et je disais à monsieur tout à l'heure, on s'est posé la question à un moment de savoir si est-ce qu'on rentre dans cette organisation quand même très structurée, qu'on a l'impression de ne pas la faire bouger. Et j'ai certains de mes amis qui ont dit non, moi jamais je rentrerai. Moi j'ai fait le choix d'y rentrer pour essayer de l'intérieur de la faire évoluer. Et je peux vous assurer qu'on peut devenir professeur des universités en gardant sa franchise et en étant parfois pas très politiquement correct, mais on peut y arriver aussi. Donc c'est en train de bouger. On n'a plus les grands pontes, bon, enfin, il y en a encore, hein, mais on revient sur la gestion de l'incertitude. C'est-à-dire que plus vous êtes élevé, plutôt pointu dans votre domaine, plus vous avez de certitude. Et là, effectivement, parce que le cardiologue qui monte une sonde dans l'artère coronaire droite, bon, lui, là, c'est très technique, bon, lui, il est persuadé qu'il... Mais oui, mais c'est pas que ça, la cardiologie.
Et donc, on a beaucoup moins, le problème du mandarin, ça a disparu. Je vais être un petit peu méchant, j'espère qu'il n'y a pas de Parisiens ici, mais dans les hôpitaux parisiens, il y a encore un petit peu ça, là, des grands professeurs, mais beaucoup moins. Non, c'est en train de changer. De prendre la psychologie du malade en compte, et pas comme un objet, un numéro. On est bien d'accord. Alors ça c'est quelque chose, là aussi, qu'on a essayé d'introduire, mais toutes, je ne peux pas dire toutes, mais la majorité des disciplines médicales, les spécialités médicales, ont inclus un aspect de relation médecin-patient. Mais on a été les premiers en médecine générale à envoyer nos internes dans des cabinets de médecine générale. C'est-à-dire de dire aux gens, mais bon, toute la médecine, la médecine, enfin, les patients, l'activité hospitalière, c'est 2 à 3% de l'ensemble de l'activité médicale. Pas en coût, bien sûr, mais en volume. Donc la grosse majorité des soins se fait en dehors de l'hôpital. Et pour autant, les médecins sont formés à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils sont formés sur les 2 à 3% de pathologies qu'on voit à l'hôpital et moins sur le reste. Donc, nous, on s'est dit, ben voilà, venez voir comment ça se passe dans nos cabinets. Et maintenant, les spécialistes des autres disciplines viennent nous voir et me dire, comment vous avez fait là pour... Parce que les cardiologues disent, ouais, mais bon, la cardiologie ne se fait pas à l'hôpital. La dermatologie, par exemple. La dermatologie à l'hôpital, vous voyez que les pathologies dermatologiques les plus rares. Mais quand vous êtes dermatologue en ville, enfin dans un cabinet, vous voyez la varicelle, les eczémas, l'acné, des choses banales. Donc il faut y aller sur le terrain, c'est pas à l'hôpital qu'on les voit ces pathologies. Donc là, le fait d'envoyer, de dire aux internes, aux médecins en formation, d'aller sur les lieux, dans la vraie vie, dans la réalité, et non pas dans cette réalité un peu édulcorée qu'est l'hôpital. Je voudrais intervenir ici parce que je suis malade chronique. Et j'ai fait l'objet d'une démence thérapeutique qui a duré 15 jours. Alors, c'est vrai. Je me suis retrouvé à Rangueil. On a du mal des Parisiens, on va dire du mal des Toulousains. Voilà. Et vraiment, ils se sont plantés. J'ai une maladie très commune. Si je me lève et que je me balade, vous allez voir ce que j'ai. Un diabète. J'ai été qualifié de diabétique de type 2, mais le temps de le dire, monsieur Gay, le temps de le dire. 15 jours plus tard, j'étais de retour dans un autre hôpital de proximité. Et là, l'interniste m'a dit, monsieur Chapeau, non, on va prendre le problème dans le bon sens. La question que je pose, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, ok? Mais la question que je pose, c'est que moi, qui passe ma vie à écouter les malades chroniques, et j'entends beaucoup d'histoires d'errance thérapeutique. Et j'en entends énormément chez les filles. Est-ce que la médecine est genrée, monsieur Gay? Maintenant, si jamais elle l'a été, elle va l'être beaucoup moins parce que, comme vous le savez sans doute, il y a 70% des étudiants en médecine qui sont des femmes. Donc, bon, là, ça va. Bon. Mais par contre, bon, si vous avez écouté la radio France Info hier, vous avez sans doute entendu parler que le ministère va faire quelque chose pour la ménopause. Bon. Je veux dire que là, on commence enfin à s'intéresser, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, et alors là, en termes de formation, bon, nous là aussi, on a beaucoup insisté parce que finalement, l'aberration quand même, c'est que les gynécologues en cabinet prescrivent la pilule, et quand il y a une urgence gynécologique, c'est le généraliste qui y va, parce qu'on ne peut pas avoir de rendez-vous. Donc il y a un petit malaise là quand même. Hein, bon. Donc, non, mais là, je peux vous rassurer, c'est en train de changer, parce que les pathologies des femmes, notamment, un exemple, on a dit pendant des années que
Ah oui, mais les maladies cardiovasculaires, c'est surtout les hommes parce que ils fument, ils picolent, mais les femmes sont relativement protégées pour des histoires d'hormones. C'est pas vrai du tout. Il y a autant de pathologies cardiovasculaires chez les femmes et on est en train de s'apercevoir que là, il faudrait faire de la prévention un peu plus acutisée chez les femmes pour les maladies cardiovasculaires. Donc c'est en train de changer. Et moi j'ai une question. Moi, je suis un groupie de Ludivine parce qu'on a déjà un peu discuté. Est-ce que les médecins ont conscience du drame intérieur que vivent les gens qui sont victimes de la chose? J'ai vraiment le bouquin, il est très empathique pour les médecins, définitivement, ton bouquin. Mais parce que tu as fait du tourisme, quoi, finalement. J'en ai découvert plein. de faire du tourisme. Oui, j'en ai découvert plein. Après, comme je dis dans le bouquin, c'est des humains. Ils ont leur vie quotidienne, leur vie de famille. Je pense qu'aussi se mettre des filtres quand ils sont dans leur cabinet, ils veulent peut-être pas, on en a discuté ensemble avec le docteur Gay, ces jeunes médecins-là, faire entrer dans leur tout accepter de patients qui viennent les voir dans le désespoir, donc ils doivent certainement mettre des filtres. Par contre, c'est très préjudiciable cette approche déshumanisée pour les patients. Parce que moi concrètement, si j'avais été écoutée dans les 15 premiers jours, le mois qui suivait, c'était réglé. On n'en serait pas là 10 ans après, dans une situation qui ne sera jamais réglée. Je serai malade à vie. J'apprends à vivre avec. J'ai fait mon parcours, j'ai été accompagnée, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me demandent mais comment tu as fait pour accepter tout ça, entendre tout ça, toujours te relever, toujours être dans la résilience. J'ai pas honte, elle est dans la salle, je suis accompagnée par une psychologue, on travaille beaucoup aussi en thérapie familiale parce que ça a eu un impact très important sur le cercle familial, parce que c'est venu sur la naissance d'un enfant, d'un deuxième enfant en plus. Donc oui, je suis, dans le livre je dis des choses, mais je suis modérée vis-à-vis d'eux parce que je reste quand même admirative de ce métier et je reste convaincue. J'ai rencontré par hasard Monsieur Gay sur mes recherches sur Google, comme quoi il en existe. Et dans mon livre, je dis bien que je suis tombée sur le fameux docteur S qui était à Périgueux alors que j'avais parcouru toute la France. Et lui, il m'a sauvée. Il a été là, il est encore là aujourd'hui. Voilà, j'ai aussi mon infectiologue sur Limoges qui me donne son 06 et dès que j'ai la question ou que je suis en pleurs, je l'appelle, il me répond. Il y a des gens qui sont encore, des médecins qui sont encore très humains. Et donc c'est pour ça que c'est un peu modéré, mais il y a certains grands professeurs, en effet, j'aimerais les re-rencontrer, je ne vais pas reprendre rendez-vous et juste pour aller les voir et écouter à la sécurité sociale, mais j'aimerais leur dire, attendez, c'était ça que j'avais. Voilà. Mais est-ce que je vous donne la parole aussi, par rapport à ce désarroi là, dont vous parlez, je pense qu'ils en ont conscience, mais il y a un moment où, inconsciemment, la plupart du temps, ils disent stop parce que je ne vais pas aller plus loin. Un, parce qu'on peut être intrusif aussi parfois. Il faut respecter effectivement le rythme du patient. Deux, parce que ça bouleverse. Moi, encore une fois, avec le recul, je trouve que bon, on peut toujours dire qu'il y a des métiers qui sont plus ou moins difficiles, mais moi, ce qui m'a le plus frappé dans ma carrière professionnelle, c'est la charge mentale que l'on peut avoir. Si vous écoutez les gens toute la journée, mais à la fin de la journée, vous êtes épuisé. Et puis ça continue à tourner dans votre tête. Vous avez, bon, rassurez-vous, je ne suis pas naturel anxieux, donc j'ai survécu, mais il y a une grosse charge mentale. Donc, le médecin, quelque part, il dit oui, je sens bien qu'il y a quelque chose de compliqué là derrière, mais si je rentre là-dedans, je vais y laisser des plumes. Et alors là, bon, il n'y a pas de très jeunes médecins dans la salle, tant mieux, mais là, je pense que les jeunes médecins se protègent beaucoup, à mon avis, trop. Mais ça, c'est ma théorie du balancier. Nous, on a probablement trop investi enfin, du moins un certain nombre de médecins trop investi dans la relation, et donc les médecins, maintenant, les jeunes, ils se protègent. J'ai eu un interne une fois qui m'a dit Monsieur Guy, je suis content d'avoir passé 6 mois chez vous, j'ai appris beaucoup de choses, très bien, là, vraiment, ça a été formidable. Mais faire ce que vous faites, jamais. Donc, et je pense qu'on a
peut-être montrer le mauvais exemple, certains d'entre nous. Et donc du coup maintenant, d'abord, ils ont moins le temps, c'est vrai, et puis ils se protègent, ils veulent vivre comme les autres professionnels, mais quand même, quoi, on ne fait pas ce métier par hasard. Quoi. Je pense qu'on ne peut pas, on peut pas fermer la porte. Quoi. Je veux dire, bon, après, c'est difficile de mettre le curseur au bon endroit. De ce point de vue-là, j'ai juste une question. L'annonce, le fait d'annoncer à quelqu'un qu'il a une maladie, c'est très compliqué. Est-ce qu'on forme maintenant les médecins à faire des annonces? Parce que vous savez comme moi que l'annonce, ça change complètement la vie de la personne qui le reçoit. Et si l'annonce en plus elle est erronée, comment dire, souci quoi. Alors, tant pis, je vais continuer à être politiquement incorrect. Vous savez que maintenant, il y a, oui, on enseigne ça, il y a un processus, c'est codifié. La HAS, la Haute Autorité de Santé, a fait une recommandation sur le processus d'annonce, avec des étapes. Sauf que ça ne se passe jamais comme ça. Et nous, on en sait quelque chose, parce que qui c'est qui, 90% des fois, annonce le diagnostic? C'est les médecins généralistes. Parce qu'on ne va pas attendre, quand une patiente vient avec une mammographie sur laquelle on a trouvé un petit... on ne va pas attendre qu'elle soit en consultation chez l'oncologue pour lui parler de cancer, quand même. Donc, on a protocolisé tous les systèmes. Donc, on ne peut pas, pour répondre à votre question, oui, on a un processus d'annonce, mais qui est tellement codifié qu'il passe à côté de la cible. Et donc, eh bien, la plupart du temps, ça se passe de manière implicite, mais je pense qu'on ne peut pas tout protocoliser. L'intelligence artificielle n'est pas capable de faire l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Voilà. Il y avait quelqu'un à qui j'ai coupé la parole. Oui, vous répondez plus ou moins. Je me demandais dans le cadre des renseignements médicales, est-ce que les professionnels de santé communiquent entre eux, c'est-à-dire de manière très simple, voilà, je pense à ça, je suis pas sûre. Est-ce qu'il y a une communication en fait, même si les médecins se trouvent à toute la France, c'est vraiment le patient qui se démerde tout seul dans son combat, ou est-ce qu'il y a vraiment quand même un minimum de relais entre les médecins? Oui, alors ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, mais malheureusement, vous n'avez pas eu ce privilège-là. Il y a les réunions de concertation pluridisciplinaires. Alors, ça a été instauré surtout pour les processus cancéreux. C'est-à-dire qu'autrefois, vous aviez un cancer, vous alliez voir un chirurgien, il dit « je vous opère ». Bon, d'accord. Maintenant, on ne prend plus aucune décision sur le plan cancérologique sans qu'il y ait eu une réunion de concertation pluridisciplinaire avec un oncologue, un chirurgien, un radiothérapeute, un chimiothérapeute. Nous, on dit oui, et un généraliste, ça serait bien. Des fois, on n'y est pas invité, mais bon, voilà. Et la décision est prise de manière communautaire. Et d'autre part, comme je le disais tout à l'heure, il y a maintenant des façons de travailler de manière collaborative au sein de petites structures comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, des CPT, des communautés professionnelles territoriales de santé, qui permettent effectivement aux professionnels de travailler ensemble et de faire le point sur certains patients. Nous, dans notre maison de santé, tous les mardis matins, il y avait une réunion. Alors, je ne dis pas que tous les professionnels de santé de la maison étaient là tous les mardis matins à 8h30, non, mais régulièrement. Donc, dès qu'il y avait un problème que l'un d'entre nous ressentait avec un patient qui, quand il arrive, on en parlait. Et on en parlait surtout, entre médecins, mais surtout avec les autres professionnels de santé. Parce que les infirmières, elles ont une approche beaucoup plus fine du diagnostic que nous, on peut avoir. Parce que souvent, nous, on rentre et on sort, quoi. Hein, l'infirmière qui fait des soins à domicile, elle passe beaucoup plus de temps avec les patients que nous. Et elle sait beaucoup plus de choses que nous. Le kiné, c'est pareil. Donc, le fait de travailler de manière collaborative comme ça c'est quelque chose qui se... Par contre, pour reprendre l'exemple là, que des grands professeurs se téléphonent pour dire tiens, je suis embêté par Madame de Cabras qui a fait ça, je ne sais pas si ça me donne quelque chose là. Malheureusement, Madame de Cabras en a fait les frais, et là, moi, j'ai rarement entendu parler de ça, parce qu'effectivement, là, on est dans
oui, moi parce que en plus de ça, l'hyperspécialisation, il fait que voilà, je suis spécialiste de ce petit, voilà, et il n'y a pas cette approche globale de la santé que permettrait un travail collaboratif. Et donc du coup, ben, non, mais moi c'est pas rhumatologique. Ah mais alors attendez, je vais vous envoyer. Alors c'est ça, la communication, elle se fait. Alors là aussi, je vais être politiquement incorrect, mais dans les circuits de spécialistes. Ah non, ça c'est pas mon domaine. Alors je vais vous envoyer un de mes amis, mais on ne collabore pas vraiment au sens où je sentais que vous vouliez l'aborder, c'est-à-dire de se poser la question sur un dossier. Hormis les réunions de concertation pluriprofessionnelle, ça n'existe pas de manière institutionnelle. Et du coup, c'est ça aussi qui accroît sûrement la lenteur à chaque fois dans les renseignements médicales. Parce que chacun fait dans son coin. Et est-ce que ce ne serait pas une sacrée avancée contre l'errance médicale que quelque chose comme ça soit un peu instauré Alors, c'est effectivement, pour un certain nombre de maladies chroniques, on a fait cette proposition-là, mais qui est encore à titre expérimental, de faire des réunions de concertation pluriprofessionnelle pour des maladies chroniques ou pour des patients qui posent des problèmes particuliers. Mais c'est encore très... Autant ça a été systématisé avec les processus cancéreux, autant sur les maladies chroniques, c'est encore très expérimental. Oui, je suis d'accord avec vous, ce serait probablement... parce que, pour reprendre, excusez-moi, pour reprendre le cas d'aujourd'hui, mais si l'infectiologue, le rhumatologue, 3 ou 4 des spécialistes que vous avez vus, c'était concerté, mais en plus de ça, on peut faire ça en visioconférence quand même, et c'était posé la question, mais enfin quand même, cette dame-là qui tourne autour de nous là, depuis des années, est-ce que, voilà, probablement qu'on n'en serait pas arrivé là. Mais ça, c'est pas encore institué. Je voudrais vous détromper pour le bon motif. Je suis ce qu'on appelle un patient partenaire. Okay, donc, voilà. Et je suis éducateur thérapeutique. Expliquez peut-être ce que c'est. Ah oui, patient partenaire. Donc, un patient partenaire, c'est un malade chronique, c'est Ludivine, qui a réussi à dépasser